Situation sécuritaire dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Le ministre de la Défense du Nord et du Sud-Ouest, le ministre de la Défense fait le point à Buea. Joseph Betty Assomo a tenu une rencontre pour faire l'état des lieux dans les régions de la situation dans les régions anglophones. C'était au lendemain des marches qui se sont déroulées lors le 1er octobre dernier à l'occasion de la réunification et puis de la sécurité des tout-petits. Il sera également question dans cette édition de la rétrospective avec de nombreux cas d'enlèvement qui ont été enregistrés ces derniers temps dans les villes de Douala et de Bouda. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue à la rétrospective. Nous parlerons surtout beaucoup de culture ce dimanche à l'occasion de la parution de 6 ouvrages en langue bakoko dans ce studio. J'ai d'ailleurs un homme de culture qui vient de commettre sur le marché des livres 6 ouvrages, je vous l'ai dit en langue bakoko. Alphonse Joseph Bibéhe, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de Canal 2 International. Bonjour madame. Alors vous êtes très connu du public, mais beaucoup plus connu parce que vous êtes cet opérateur économique qui a permis aux Camerounais de découvrir la bonne bière. Je ne vais pas la citer sans publicité. De la bière à la culture, il y a quand même un pas. Un ou plusieurs pas. Oui, il y a plusieurs pas, comme vous dites. Il y a plusieurs pas, comme vous dites. Alors, comment vous vient déjà l'idée d'écrire? Alors, je n'écris pas, moi. À travers ma fondation, j'œuvre pour le bien de l'homme. L'homme étant ce que je place au centre c'est comme ça que je vois le monde, si vous voulez. Le monde, pour moi, je prends l'homme, je le mets au centre de tout, et ensuite j'essaie de le valoriser. Et pour le valoriser, il faudrait lui donner les moyens intellectuels et les moyens matériels pour mener à bien tout ce qu'on a à faire. Voilà. Alors, c'est ça. Moyens intellectuels, entre autres, des ouvrages 6 à la fois. Déjà, ces ouvrages sont en bakoko. Pourquoi la langue bakoko? Pourquoi pas une autre langue? Alors, en fait, tout est parti de la fondation. Alors, tout est parti de la fondation. J'ai décidé de créer une fondation, justement, qui s'occupera de l'homme. Parce que c'est comme ça que je vois le monde. Et dans cette fondation, il fallait mettre quelque chose. Alors, j'ai mis dans cette fondation l'accès à l'eau et à l'assainissement. J'ai mis la santé et une santé de qualité et les médicaments. J'ai aussi intégré la diversité culturelle et linguistique. Alors, il s'avère que le premier champ d'activité de la fondation, ça a été de s'occuper de la diversité culturelle et linguistique. Et c'est comme ça que nous avons été amenés à nous pencher sur la langue bakoko, que moi je maîtrise le mieux parmi les langues nationales parce que c'est la mienne. Et j'ai réuni pas mal de linguistes, un certain nombre de linguistes que j'ai envoyés en formation à la CIL à Yaoundé. Du retour de la CIL, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on écrive des manuels. Ce d'autant plus que la langue bakoko jusqu'à présent n'était vraiment pas écrite. Et elle était parmi les grandes langues camerounaises, disons la dernière à être connue. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on la confondait souvent au Douala ou au Bassa. Bon, aujourd'hui, j'ai pris la décision de l'écrire. Et selon les informations qu'on a, c'est que les 6 ouvrages font de la langue bakoko aujourd'hui la première du genre, ça veut dire la première à avoir sorti 6 livres comme cela. Alors 6 livres à la fois, il aura fallu combien de temps? 17 ans. 17 ans quand même. 17 ans. Nous avons commencé en 2000. Quand j'ai été abordé par ces linguistes, il leur fallait les moyens. Et il fallait aussi trouver une personne qui soit sensibilisée à cette cause-là. Je l'ai été. Et j'ai mis en place les financements qu'il fallait pour arriver à ce travail-là. Alors donc, les livres que vous allez présenter tout à l'heure. Alors, allons-y d'abord à Yaoundé pour voir cette soirée dédicace qui a permis au public camerounais de découvrir les 6 ouvrages qui ont été publiés en langue bakoko. L'événement est inédit dans l'univers de la littérature camerounaise. Le Nouveau Testament,
un dictionnaire de 27 000 mots et 4 autres livres écrits en langue bakoko. Le livre des proverbes qui est là, pour s'amuser un peu. Le dictionnaire qui est là. La grammaire. Le livre d'orthographe. Le manuel d'écriture et de lecture. Et pour couronner le tout, le Nouveau Testament. Donc vous voyez, tout le monde a pour son compte le Nouveau Testament en bakoko. Il a fallu du temps, 17 ans, pour mettre sur pied ces 6 ouvrages présentés au public ce 10 octobre à Yaoundé. Une initiative de la Fondation Bibehe. Et je pense que c'est un exploit. C'est un exploit. 6 ouvrages didactiques de ce type, ça ne s'est jamais vu en Afrique. Donc c'est pour cela que la Fondation est ouverte pour faire la même chose pour toutes les autres communautés camerounaises, rattraper le retard. Vous savez, on était les derniers, comme il a dit le professeur, on passe les premiers. Et ce qu'il faudrait, c'est que les premiers redeviennent encore premiers. Voilà. Et pour demeurer premier, la Fondation Bibehe, loin de promouvoir la diversité culturelle et linguistique, a également basé ses actions sur l'accès à une santé de qualité, à l'eau et à l'assainissement. Dans l'assainissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un grand combat qui nous attend, qui est celui de la guerre au Moutmout, qui est un grand fléau, un frein terrible au développement. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand il y a des Moutmout, vous êtes obligé de partir de vos terres. Et la plupart du temps, c'est des terres fertiles. Vous les abandonnez pour aller ailleurs. Quand il y a des Moutmout, la plupart du temps, c'est dans les zones rurales. C'est l'exode rural. Et quand il y a des Moutmout, on devient aveugle. Le patriarche Alphonse Joseph Bibehe et son équipe sont déterminés à agir pour le bien-être des populations et le développement. Voilà, c'était donc Delphine Fonkou qui nous faisait dans ce reportage qui retrace la soirée de dédicace des 6 ouvrages à la fois. Pourquoi n'avoir pas dédicacé un ouvrage, après un deuxième, un troisième? Pourquoi les 6 à la fois? Pourtant, les 6 abordent des thématiques différentes et intéressantes les unes des autres. Ok, comme je vous ai dit, on a travaillé pendant 17 ans. Et quand on travaille pendant 17 ans, on parcourt tous ces domaines-là. À partir du moment où il y avait les moyens pour le faire, j'ai demandé à ce qu'on aille sur les 6. Parce que les 6 sont même... Les domaines sont différents, mais ils sont complémentaires. Parce que quand vous avez appris à lire et à écrire, il faut passer à l'orthographe, ensuite à la grammaire. S'il fallait faire un tous les 5 ans, peut-être que ça se ferait quand je ne serai plus là. Alors, je souhaite que ça se fasse de mon vivant. Vivant. Alors, je voudrais qu'on commence par le plus important, du moins pour moi, hein, la Bible. Kalati, je crois, Jésus Christ, le Nouveau Testament en langue bakoko. C'est dire que le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible qui commence de Matthieu à Apocalypse. Pourquoi vous n'avez pas fait la Bible dans son intégralité? Ou alors, pourquoi le choix de la deuxième partie? Pourquoi pas la première partie? Alors, le choix de la deuxième partie, tout simplement parce que c'est la partie la plus utilisée aujourd'hui. Quand vous allez dans les églises, on vous parle de l'évangile selon Saint Marc, Saint Jean, ainsi de suite, mais ça c'est le Nouveau Testament. La Bible en entier nous aurait pris beaucoup plus de temps. Donc on a fait le choix de commencer par le plus important. Mais ensuite on fera l'Ancien Testament et nous ferons le condensé de tout cela. Alors vous connaissez la subtilité de la Bible avec les éventuels contresens qui pourraient être soulevés lorsqu'on nous met une virgule ou alors on en rajoute. Quelles sont les dispositions que vous aviez prises pour que le sens de la Bible reste comme tel? Nous avons tout fait pour adopter une traduction fiable. Mais comme toute œuvre, de toutes les façons, les œuvres ne sont pas parfaites, elles sont perfectibles. Mais je pense que nous avons fait le maximum
pour qu'il y ait le moins de problèmes. Alors vous parliez des personnes avec qui vous avez travaillé, ceux qui ont contribué à la traduction aussi de la Bible. Vous avez dit que vous les aviez envoyés à la CIL. La CIL, c'est où? La CIL, c'est un organisme qui forme langues africaines. Vous savez, il y a le nouvel alphabet des langues africaines. La décision a été prise parce que chaque langue avait sa façon de s'écrire. Alors, il a fallu harmoniser tout ça sous l'appellation nouvel alphabet de la langue africaine. Donc, cet organisme forme les gens à cela. Et quand les gens sortent de là, ils peuvent écrire leur langue aisément. Alors, mais vous êtes servi, vous savez, la Bible a également plusieurs traductions. Vous êtes servi de quelle traduction? Louis II. La traduction Louis II. On peut dire que c'est la copie de Louis II en langue bakoko. C'est marqué dessus. Alors, Monsieur Alphonse Bibehet, je reviens à vous dans un tout petit instant. On parlera des autres ouvrages. Mais déjà, dans cette émission, on a le devoir de permettre aux téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'actualité tout au long de la semaine de revivre les temps forts de cette actualité. Nous commençons tout de suite par ces faits de société qui ont animé le public camerounais ces derniers temps, qui ont attristé d'ailleurs les familles des nombreux cas d'enlèvement. On va aller tout de suite avec ce reportage de Monique Naoussi qui nous parle de ce cas d'enlèvement dans la ville de Mbouda. Enfin, l'enfant enlevé il y a 2 semaines regagne Mbouda, sa ville natale, sous forte escorte motorisée. Pour ses parents, c'est la fin de 2 longues semaines d'angoisse. L'adjudant Bakadal, en poste à la gendarmerie de Mbouda qui a mené les enquêtes, est porté en triomphe. Soulagement de part et d'autre. On a réussi à récupérer et l'enfant et la personne qui aurait enlevé cet enfant. Il faut l'exploiter pour savoir exactement ce qui s'est passé. Les 2 complices de la présumée voleuse d'enfants sont aux arrêts. La présumée voleuse d'enfants est âgée de 25 ans et mère d'un enfant de 8 ans. Elle avoue avoir dépensé 500 000 francs CFA pour payer leurs services et ce sont les membres de la famille de cet enfant. En tant que j'ai suivi une opération et le type qui m'avait opéré m'a dit qu'il ne pouvait plus faire l'enfant. Moi, je me suis sacrifié qu'elle veut rester avec ma fille. Mais chaque fois, il y a une de mes soeurs qui la menace, on a dit que c'est elle qui m'encourage de ne pas accoucher, de ne plus accoucher. Elle a tous les problèmes à cause de moi. Les populations sont appelées à communiquer tous les cas suspects aux forces de sécurité. L'enlèvement du petit Clovis est le 1e cas dans la ville de Mbouda, réputé dans les actes d'incivisme, vol à main armée, grand banditisme. Les populations de Mbouda, furieuses et coutumières des enlèvements, se sont rendues en masse à la brigade de terre de gendarmerie de Mbouda. Voilà, Monsieur Alphonse Bibehet, vous êtes un parent, naturellement. Quelle analyse est-ce que vous faites de ces nombreux cas d'enlèvement? C'est ignoble, c'est même inqualifiable. Parce que dans le reportage, j'ai suivi la dame qui disait qu'elle a enlevé l'enfant parce que, soi-disant, elle ne faisait pas d'enfant. Ah, c'est un Bouddha aussi. Bon, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que les femmes qui ne font pas d'enfants, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça date de la nuit des temps. Je pense que nous sommes rentrés aujourd'hui dans un cercle tellement dangereux qui est dû à la pauvreté qui règne. Les gens se livrent à tout trafic possible. Trafic d'enfants pour prostitution, trafic d'organes, ça nous le savons. La plupart des gens qui le font sont envoyés par d'autres.
moyennant des sommes pour eux qui sont conséquentes. Donc ils utilisent la pauvreté des autres pour le faire. Donc je pense que les pouvoirs publics doivent être vigilants là-dessus et sévir avec la plus ferme. Il faut qu'ils soient très fermes dans les décisions qu'ils prennent dans ce genre de cas. Une autre petite fille qui avait été enlevée, cette fois à l'école Le Petit Monde, elle a été enlevée par un membre de famille également. Elle a, elle aussi, été retrouvée et retournée auprès de ses parents. Alors, cet enlèvement, donc, la petite Leslie, disons-le, a donc retrouvé ses parents et cet enlèvement portait donc un coup dur à l'école Petit Monde qui porte encore les stigmates de ce jeudi sombre où la petite Leslie a donc quitté son école et s'en est allée avec son oncle qui était le kidnappeur. On regarde cet élément. Le banc de la petite Leslie est resté vide jusqu'à ce matin. Ses camarades de la maternelle, dans leur innocence, continuent joyeusement de sautiller, chantant et dansant au rythme des sonorités de leur maîtresse. Ce matin, durant les cours d'anglais, nous retrouvons Anne-Marceline Bala. La fondatrice de l'école Le Petit Monde se remet difficilement de l'enlèvement de la petite Leslie. Visiblement encore assommée, elle nous parle de cette journée où tout était confus. Un moment douloureux, inattendu, la perte d'un enfant, un enfant qui a été prise à l'école, une fille, une petite, qui a été prise à l'école par un de ses oncles. Et on vient lever une de mes enseignantes qui est la maîtresse de l'enfant, qui n'est pas arrivée à la maison depuis 30 minutes. C'était vraiment quelque chose. La petite a été retrouvée. À l'école, on se sent apaisé. C'est un très grand soulagement pour l'école et pour tout le personnel, les camarades et tout, parce que nous avions vraiment peur, surtout que c'était la première fois que ça nous arrivait ici à l'école. Mais que s'est-il réellement passé ce jeudi où la réputation de l'école Le Petit Monde a porté un grand coup? Bienvenue Niaté Niaté, le directeur de l'école retrace les faits. La journée de jeudi, précisément à 14 h, à la sortie des enfants de la maternelle, un monsieur s'est présenté. Il était déjà connu de l'école puisque une année avant, il venait chercher le même enfant à l'école. Mais au cours de l'exercice 2017-2018, ce n'était plus lui. La maîtresse n'a pas tiqué à lui remettre cet enfant parce qu'elle le voyait il y a un an. Une maîtresse, un enfant enlevé par un membre de famille qui réclame une rançon, une histoire rocambolesque. Quand il s'est senti traqué, il a déposé l'enfant au niveau de Yaoundé, chez la grand-mère maternelle. En tout cas, l'issue est heureuse. Mais la question de la sécurité des enfants dans les écoles reste préoccupante. Alors le problème de sécurité reste donc préoccupant, comme on l'a dit dans ce reportage, la sécurité des élèves, des tout-petits, surtout dans les écoles. Dans ce reportage qui va suivre, Junior Ossin a visité quelques établissements pour voir comment est-ce que les chefs d'établissement s'organisent en vue de sécuriser les tout-petits. On regarde cet élément. La sécurité dans les écoles devrait être une préoccupation majeure. Remplacer un verre, mais un enfant, ça ne se remplace pas. Ce sont les enfants de la nation. Nous avons le devoir de les sécuriser. Nous avons le devoir de rassurer les parents. Mais pourtant, la question est relayée au second plan dans la plupart des écoles primaires et maternelles. On peut facilement entrer et sortir de l'enceinte de certaines écoles sans se faire interpeller. Si ce constat est perceptible dans les écoles publiques, dans le privé, quelques dispositions sont prises pour protéger les tout-petits. Les parents les prennent dans les salles de classe. Ils attendent les parents venir les chercher dans les salles de classe. Le petit Owi est récupéré ce matin par son papa qui dispose d'un badge. Il a préalablement été identifié. Si vous n'aviez pas votre carte d'identité ici, si vous n'êtes pas identifié, il ne faut pas venir chercher un enfant. Près de lui, cette jeune dame possède un badge, mais n'ayant pas été identifiée par l'école, elle ne pourra récupérer le petit. Dans cette école, même les caméras de surveillance sont mises à contribution
pour la sécurité. Un accent particulier sur la sécurité des enfants. Et vous l'avez vu, hein, nous avons des caméras, nous avons des agents de sécurité, mais surtout les parents remplissent ce code. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir non seulement un badge, tant que le badge n'est pas présenté, l'enfant n'est pas retiré. Avec l'accroissement de la criminalité, les écoles devraient mettre plus de moyens pour sécuriser les enfants. Voilà donc pour ce qui était de la situation sécuritaire de tout petit, des cas de tout petits qui ont été enlevés. Et ça demande, Monsieur Bibéhé, que l'on accentue quand même la sécurité dans les écoles. Je pense, selon ce que j'ai vu dans votre reportage, c'est plus une école privée. Oui, tout à fait. Voilà. Et dans le public encore, la situation est lamentable parce qu'on peut y entrer, on peut y ressortir comme on le veut sans être interpellé. Ce sont des moulins. Donc je pense que les pouvoirs publics doivent se pencher sur ce problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, et mettre en place ce qu'il faut. Dans les écoles privées, on voit de plus en plus ce type de sécurité. Alors revenons à vous, à vos nombreuses publications de la Fondation Bibéhé dans son ensemble. Alors j'ai devant moi cette fois-ci le manuel de grammaire de la langue bakoko. Manuel de grammaire de la langue bakoko. Et là, dans ce manuel, on retrouve tout le b.a.-ba, ça veut dire depuis la typologie des caractères, les symboles, les signes conventionnels et tout, comment écrire les sons, la phonétique, les phénomènes vocaliques et autres. C'est dire quand on écrit ce genre de manuel, ça veut dire qu'on a envie de faire la promotion d'une langue en fin de compte. On a envie de faire la promotion d'une langue ou on a envie de faire la promotion des langues. Donc on commence par une langue et ensuite nous sommes ouverts pour faire la même chose pour les autres langues nationales. Alors mais si nous commençons par la langue pour laquelle ce manuel a été rédigé, ça veut dire la langue bakoko. Lorsque vous faites un livre de grammaire en bakoko, ça veut dire que vous voulez que le maximum de personnes apprennent cette langue. D'accord, dans un premier temps déjà il faut vulgariser sous l'arbre comme on dit et que ça devienne la langue maternelle réelle de ces personnes, oui, et non plus le français ou l'anglais. Parce que si on le fait, c'est parce que nos langues sont en train de disparaître. Nos langues sont en train de disparaître pour plusieurs raisons. Soit parce que les mariages sont mixtes, les couples sont mixtes, soit parce que les couples ne vivent pas au Cameroun, ils vivent à l'étranger. Alors donc les enfants n'apprennent que l'anglais ou le français. Quand vous demandez à un enfant quelle est votre langue maternelle, c'est l'anglais ou le français. Ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pour cela que je pense que ce travail est bénéfique pour tout le monde. Ensuite, maintenant, il faut, toujours dans le cadre de la vulgarisation, il faut maintenant que ça aille dans les écoles. Il y a des langues qui sont dans les écoles. Alors c'est justement ce que j'allais dire, parce que c'est tout à fait comme un ouvrage scolaire, exact, qui peut rentrer dans les programmes. Qu'est-ce que vous deviez faire, qu'est-ce que vous envisagez faire pour que si la langue bakoko est dans le programme, que cet ouvrage puisse être utilisé? Ah oui, non, non. De toutes les façons, l'objectif à moyen terme est celui-là. Et celui-là, parce que de toutes les façons, il y a un processus à suivre. Le comité des langues nationales avec lequel nous travaillons en ce moment, dont le président est M. Étienne Sandebo, nous avons un programme assez dense là-dessus, un programme de vulgarisation qui partira de la vulgarisation, comme j'ai dit, sous l'arbre, jusqu'à la vulgarisation dans les écoles. Je pense qu'ils nous aideront à l'introduire dans les écoles, parce que l'investissement qui a été fait là-dessus est ce type d'investissement, comme vous-même vous l'avez remarqué. Parce qu'au côté de la grammaire, il y a un dictionnaire en langue bakoko, en fait, qui traduit le bakoko au français. Pourquoi pas le français au bakoko? Parce que là, si c'est le bakoko au français, il va bien falloir que les enfants, tout au moins ceux qui sont bakoko, parviennent à le lire pour savoir comment on le dit en français. Mais moi, je pense que ça aurait été beaucoup plus facile de commencer par le français et maintenant savoir comment on dit les mots en bakoko. Non, toujours pas. C'est ce qu'on pense. Non, si quand on apprend la langue, il faut apprendre la langue. Il faut apprendre la langue. Le dictionnaire bakoko français dans un premier temps et ensuite l'inverse, français bakoko. Vous avez un manuel qui
qui doit vous servir de base. Avant tous les manuels que vous avez présentés, c'est le guide pour lire et écrire le Bakoko. Le guide pour lire et écrire le Bakoko. C'est une sorte d'abécédaire, tel que moi je l'ai connu dans mon enfance. Parce que lui, vous devez commencer par celui-là. C'est lui qui va vous apprendre à lire et à écrire le Bakoko, et ensuite vous passerez à l'orthographe et à la grammaire. Une fois que vous le savez, aisément vous êtes dans le dictionnaire. C'est beaucoup plus simple comme ça. Parce que de toutes les façons dans les langues, quand vous commencez par une langue, par exemple la langue que vous voulez apprendre, vous la commencez, prenez l'anglais. Quand vous pensez en français, vous parlez l'anglais, vous le parlez mal. Vous le parlez mal. Donc il faut penser en anglais pour parler anglais. Hein? C'est la même chose. On pousse les gens à penser Bakoko pour parler le Bakoko. Et justement, j'ai devant moi le manuel de lecture et d'écriture en langue Bakoko. Comment vous le diriez déjà? En Bakoko, comment ça se lit? Ben, lisez, vous l'avez là-dessus. Non, mais je vous demande de lire, je ne parviendrai pas, c'est trop de phonétique. Hein? Ah, ça. Alors, c'est donc un manuel qui permet d'apprendre le B.A.B.A, la phonétique, les sons. Comment ça se prononce en langue Bakoko. Alors, vous parliez de la vulgarisation. Lorsque vous dites commencer sous l'arbre, ça veut dire quoi exactement? Mais ça signifie qu'il faut aller dans les villages, il faut aller dans les cases, il faut aller dans les églises, il faut aller... C'est comme ça que ça se passe. Mais dans les villages, on parle déjà le Bakoko. Je ne sais pas si ça s'adresse aux... Je peux vous assurer que non. Non. Allez dans vos villages, vous arrivez, les gens ils parlent français. D'autres parlent Bakoko. Moi j'arrive dans mon village, j'ai des enfants qui ne parlent pas Bakoko, mais qui parlent français parce qu'il y a le phénomène dont je vous ai parlé en début d'émission. Non, ils parlent des villages. Et puis maintenant, il y a un autre phénomène qu'il faut garder en mémoire, c'est que les gens parlent, mais ils ne savent pas écrire. Et la plupart des gens parlent, ils ne savent pas écrire. Ils parlent parce qu'ils ont vu autour d'eux les personnes qui parlaient, leurs parents qui parlaient, donc ils parlent, ils prononcent tout, mais ils ne savent pas l'écrire. Même les parents ne savent pas l'écrire. Donc l'avantage d'avoir ces ouvrages, c'est qu'on apprend aussi à écrire. C'est pour ça que c'est le guide pour lire et écrire. En Bakoko. Voilà. Alors je reviens à vous dans un tout petit instant, Alphonse Bibihe, le temps de revenir sur ces autres événements qui ont marqué l'actualité. Là on va aller vers la semaine de la bourse qui s'est achevée vendredi dernier. C'était une occasion pour Jean-Christian Akam dans ce reportage de constater que les entreprises camerounaises ne se bousculent pas aux portes du marché financier qui offre pourtant de nombreux avantages. On regarde cet élément. La capitalisation boursière du Cameroun ne représentait que 3,25% du produit intérieur brut en 2015, selon le ministère des Finances. Quelques explications de ce faible taux de cotation au marché financier sont données par le docteur Alaka, fiscaliste, alors que pas grand-chose n'a évolué jusqu'ici. Pourquoi est-ce que les entreprises ne vont pas à la bourse? La raison principale, c'est que ces entreprises refusent de divulguer leurs informations financières. Parce que lorsque on va en bourse, il y a ce qu'on appelle la sincérité des opérations financières. Or, toutes les entreprises qui cachent en réalité leurs opérations financières s'arrangent à ne pas aller en bourse de ce fait-là. Ce qui s'apparente à une bouderie, notamment du secteur privé, peut pourtant se résoudre par des lois. En deuxième lieu, c'est l'État. Parce que l'État peut faire deux choses. Contraindre les entreprises qui sont dans le portefeuille de l'État, c'est-à-dire les entreprises publiques et les entreprises d'économie mixte, pour aller en bourse. Ça permettra à l'État lui-même d'avoir la bonne information financière de ses propres entreprises. L'État ne fait rien. Des opérateurs économiques décrivent la cherté des critères d'éligibilité à la bourse comparé aux avantages qu'offre le secteur bancaire. La faiblesse de notre État face aux multinationales, parce que c'est les multinationales qui doivent aller en bourse, parce que c'est des entreprises qui font partie des grandes entreprises de notre pays. Mais ces entreprises ne vont pas en bourse et prétextent que les maisons mères sont déjà cotées en bourse dans leur pays d'origine. Alors que c'est complètement ridicule, parce qu'en matière fiscale, une entreprise est une unité de production.
La bourse des valeurs, encore appelée marché financier, est non seulement un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités, mais aussi ce lieu de placement pour les investisseurs et les épargnants. Alors les investisseurs, la semaine des investisseurs s'est achevée il y a quelques jours seulement, Monsieur Bibehe. Vous avez dirigé vous aussi une très grosse entreprise brassicole, ou alors vous êtes même toujours à la tête d'un groupe, d'un holding financier. Lorsque vous vous rendez compte que les entreprises au Cameroun ne se bousculent pas aux portes de la bourse, qu'est-ce que vous vous dites? L'économie camerounaise n'est pas bonne, la bourse arrive... en fait, qu'est-ce que vous vous dites? Madame Ken, je suis moi-même un investisseur au Cameroun. Je suis un investisseur au Cameroun après la brasserie que j'ai créée, dont vous avez parlé. J'ai investi aujourd'hui sur le marché de l'industrie immobilière, où je suis en train de créer au Golfe à Yaoundé un grand complexe immobilier. Un grand complexe immobilier sur plusieurs hectares. Et dans ce complexe-là, vous aurez un centre d'affaires. Un centre d'affaires, donc un centre de conférence qui, j'espère, remplacera le palais des congrès. Oui, c'est ça l'ambition. C'est ça l'ambition. Exactement. Vous aurez un hôtel de 5 étoiles. Vous aurez comment ça s'appelle, un centre commercial avec hypermarché, galerie marchande et un centre de loisirs. Alors, après tout ça, après, c'est pour vous dire que nous savons très bien de quoi il s'agit. Oui. Je sais très très bien de quoi je parle. C'est des investissements qui vont se chiffrer de l'ordre de un peu plus de 250 milliards. Il faudrait savoir que quand on a dit on crée la bourse au Cameroun, j'ai tout de suite ri. Je ris parce que pour moi, ce qu'ils disent là aujourd'hui, je le savais. On a mis la charrue avant les bœufs. On crée la bourse, après on s'étonne que les gens n'y aillent pas. Maintenant, cet expert en fiscalité dit qu'il faut contraindre les entreprises à y aller. Dans quel pays il a vu les entreprises être contraintes d'aller emprunter de l'argent? Alors c'est toujours comme ça qu'on essaie de régler les problèmes au Cameroun. Ça c'est un non-sens. On ne va pas contraindre les entreprises à y aller. C'est un problème purement structurel. Il a dit les entreprises ne veulent pas montrer leur compte, parce que c'est une question de transparence. Mais quand vous allez emprunter dans une banque commerciale, on vous demande vos comptes. On vous demande les comptes certifiés. C'est les mêmes commissaires aux comptes qui vont certifier vos comptes pour la bourse, qui certifient les comptes qui vont à la banque. Donc c'est un environnement structurel qui est complètement vicié, qui empêche le fonctionnement de cette bourse-là. Et on aurait dû d'abord former les gens, expliquer aux gens ce que c'est que la bourse, parce que les entreprises camerounaises en ont besoin. Parce que la bourse, elle est là pour prêter à long terme. Et les entreprises camerounaises souffrent de financement à long terme. C'est pour ça qu'ils savent emprunter dans des banques à des taux complètement fous. Alors donc, je pense qu'il faut régler le problème structurel. Il y a un véritable problème structurel qu'il faut régler avant de se plaindre que les Camerounais n'y vont pas pour telle ou telle raison. Voilà, dans ce reportage qui va suivre actuellement, on va voir comment le législateur camerounais a pris des dispositions pour inciter les entreprises camerounaises à aller à la bourse en réduisant le taux des impôts. On regarde cet élément. La bourse des valeurs mobilières du Cameroun, un marché financier pas très couru par les entreprises locales. Pour le rendre plus dynamique et attractif, le législateur a adopté une fiscalité incitative qui octroie d'importants avantages aux sociétés dont les titres de créance sont cotés sur la place boursière. Si vous regardez le code général des impôts, vous allez voir les dispositions fiscales prévues pour les entreprises qui se cotent en bourse. D'abord, il est prévu que l'entreprise qui se cote en bourse, qui émet 20% de son capital ou augmente ce capital de 20%, bénéficie d'un impôt réduit de 20%. C'est donc une manière d'inciter les entreprises camerounaises à côtoyer le milieu boursier pris en compte par les investisseurs au moment du choix
du lieu d'investissement. Le marché financier est par ailleurs l'un des secteurs les plus régulés au monde. En sa qualité d'expert des questions fiscales et boursières, Jérôme Milline a présenté aux acteurs économiques réunis à Douala les nombreuses facilités qu'offre l'État du Cameroun. Le législateur insiste sur le caractère long de l'épargne. Et je pense qu'au Cameroun aussi, si on veut vraiment gérer l'épargne dans sa dimension de boostage de l'économie, il faudrait expliquer à l'épargnant que d'une part, il a intérêt à voir le long terme. Président directeur général du CAC Cameroun, il a relevé que le manque de dynamisme du marché des valeurs boursières au Cameroun résulte non seulement de la variable fiscale, de la problématique de transparence, mais aussi et surtout de la faible communication. Les investisseurs, les opérateurs économiques, tous ceux qui ont des entreprises qui peuvent aller à la bourse devraient naturellement être incités à y aller du moment où le taux d'impôt est même réduit à ce niveau. Malheureusement, peut-être, comme vous l'avez suivi à la fin de reportage, c'est peut-être un problème de communication. Ils ne sont pas assez informés, ou alors vous restez dans votre première analyse qui voudrait que le fait que les institutions ne soient pas bonnes, le fait qu'il n'y ait pas de base solide, ça ne pourrait pas vraiment inciter les entreprises à aller à la bourse. Alors il faudra communiquer, nous verrons bien. Il faudra communiquer et nous verrons bien, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Nous avons l'habitude de fuir les problèmes au Cameroun et là où ils sont. Et c'est un peu, on soulève le paillasson, on met la poussière. Voilà, bon, on verra bien ce que ça va donner. Alors tout à l'heure, lorsque je faisais la présentation de vos 6 ouvrages, à la soirée de dédicace, vous aviez dit, quand on a parlé, évoqué le livre des proverbes en Bakoko, vous avez dit pour s'amuser un peu, vous avez publié le livre des proverbes en Bakoko. Est-ce que apprendre les proverbes Bakoko, c'est s'amuser? Ah, vous savez, la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est s'amuser. Hein? Il faut s'amuser quand on apprend une langue. Il y a des proverbes qui sont très très amusants là-dedans. Et je pense qu'après une journée assez ardue, parce que la langue Bakoko n'est pas aisée. Après une journée ardue, on peut se pencher là-dessus en fin de journée pour rigoler un peu. Alors quel est le proverbe le plus amusant? Celui que... Je vous invite à l'acheter. Ben moi, ça ferait plaisir aux téléspectateurs que vous nous disiez un proverbe Bakoko. Ouvrez, ben, vous lisez n'importe lequel. Quelle page vous me suggérez? N'importe laquelle. N'importe quel proverbe. Ouais, bon, quand on a les champs, loin de la maison, on peut dormir affamé. On peut dormir affamé, c'est curieux. Quand on a les champs loin de la maison, on peut dormir affamé. Bon, en Bakoko, je saurais pas le lire. Vous voyez, donc c'est pour cela qu'il faut apprendre le Bakoko, hein, parce que si vous le dites, si vous prononcez uniquement vous lisez uniquement le proverbe, vous n'avez pas toute la quintessence de ce qu'il y a. Donc il faut apprendre le Bakoko et ensuite vous revenez au proverbe. Mais je me serais attendu à ce que vous me dites comment ça se dit en Bakoko, mais là... Alors, parlons actuellement de la fondation, votre fondation qui est à l'origine de tous ces ouvrages. Elle est née quand exactement? En 2016. En 2016. Qu'est-ce qui a valu la création de cette fondation? Je vous ai dit en début d'émission... L'envie de promouvoir les langues? Non, les langues, c'est le troisième volet des activités de la fondation. Je place l'être humain, dont l'homme avec grand H, au sein de toutes les activités du monde. Et ensuite, maintenant, j'essaye de lui apporter les éléments pour s'améliorer. Donc, c'est l'un des éléments d'amélioration de l'homme dans cette fondation-là. Donc, il fallait ramener tout au sein de la fondation, comme la fondation, c'est à but non lucratif, et travailler pour l'homme, justement.
Alors parlons actuellement de la crise anglophone qui reste d'actualité au Cameroun. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a donc présidé une réunion d'évaluation sur la crise, la situation sécuritaire dans la région du nord et du sud-ouest du Cameroun au lendemain des événements du 1er octobre 2017. Il a donc été à Buea pour tenir cette rencontre et pendant que dans les autres parties du Cameroun, la mobilisation se poursuit. Suivons déjà ce reportage à Yaoundé où la crise anglophone a rapproché le Conseil national de la communication et les hommes de médias. On regarde ce reportage. Pour la première fois, voici le Conseil national de la communication qui se concerte avec les professionnels des médias. Rencontre à mettre à l'actif de la crise anglophone dont le traitement de l'information prête parfois à équivoque. Certains journalistes prennent position. Non, il ne faut pas. Il faut savoir sélectionner l'information que tu dois donner à ton public. Il y a cette dérapage et tu ne connais exactement où on va. Les journalistes n'ont pas voulu se limiter au traitement de l'information en temps de crise. Ils sont allés plus loin en remettant en question l'interdiction par le ministre de la Communication de donner la parole aux sécessionnistes. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait. Le Cameroun n'est pas en guerre. On ne peut pas profiter de cela pour museler le travail des communicateurs. Ce ne serait pas juste. J'ai l'impression que beaucoup d'acteurs du système, notamment du gouvernement, ont une mauvaise interprétation de la loi et ont beaucoup de confusion entre des questions d'ordre juridique, des questions d'ordre déontologique et même des questions d'ordre politique. Si le CNC prône l'équilibre parfait de l'information, il semble ramer lui-même à contre-courant en pratiquant uniquement la répression et non l'accompagnement de la presse. On était sur nos plans en plein studio. J'ai passé 5 jours à la DGRE avec tout mon matériel qui se trouve jusqu'aujourd'hui. Alors, dans ces conditions, vers qui est-ce que le journaliste doit se tourner? Autant le Conseil ne protège pas, autant le ministère de la Communication ne vous protège pas. L'initiative de cette concertation entre le Conseil national de la communication et la presse est néanmoins saluée à sa juste valeur. Les hommes de médias ont souhaité la multiplication de telles rencontres et la mise sur pied d'un organe de protection des journalistes, lesquels sont souvent victimes d'injustice, sans moyen de défense. Dans les autres parties du Cameroun, les marches se poursuivent. Les marches en faveur de la paix ont donc été organisées, notamment à Edea, où les ressortissants anglophones résidant dans cette localité donc se sont mobilisés pour dire non à la sécession. On regarde ce reportage de David Pem. No separation, no secession, no violence. Yes to dialogue, yes for peace and stability sont quelques messages qu'on pouvait lire sur des pancartes que portaient les ressortissants de la zone anglophone résidant à Edea dans la Sanaga maritime. C'était à l'occasion d'une marche qu'ils ont organisée pour dire non à la division du Cameroun. C'est ce qui m'a motivé pour organiser cette journée aujourd'hui parce que j'ai découvert que les anglophones et francophones, au moment des Allemands, il n'y avait pas anglophones et francophones. Dans ce cadre, le Cameroun était le même. C'était le Européen qui est venu nous diviser. Parti du deuxième pont dans l'arrondissement de DA2 pour la préfecture, en passant par le centre-ville, cette cohorte de 300 personnes environ a chanté tout le long de l'itinéraire des hymnes de paix, de l'unité, de fraternité et du vivre ensemble. Lors de son allocution, le représentant de la communauté anglophone résidant à Edea demande à ses frères des régions du sud-ouest et du nord-ouest de cesser les manifestations et d'envoyer leurs enfants à l'école. N'étant ni pour le fédéralisme et encore moins la sécession, il souhaite l'accélération de la décentralisation. Pour ancrer le vivre ensemble et le bilinguisme, il propose que la commission Moussong ait des démembrements locaux jusqu'aux arrondissements. Je donne le message de nos frères anglophones de laisser tout ça, c'est l'école. Même dans la Bible, c'est les gens qui étudient. Si on ne fréquente pas, on ne peut pas rester dans nos problèmes. Il faut que nous tous, on rentre dans les écoles. C'est l'école qui va nous donner nos solutions. Répondant à ces chantes de paix, le préfet qui accompagnait les responsables de la ville n'a pas manqué de féliciter cette initiative citoyenne, a assuré ses hôtes de ce que le vivre ensemble qui règne à Edea ne sera point troublé. En ce moment où on ne sait plus très bien qui est qui, il était important que cette communauté vienne redire qu'elle est camerounaise à part entière, elle vit à Edea,
tous les jours sans aucun souci. C'est par une motion de soutien adressée au chef de l'État pour les inlassables efforts afin de régler la crise anglophone que s'est soldé ce rassemblement pour la paix et l'unité du Cameroun dans la ville de Déa. Alphonse Joseph Bibihé, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue sur cette situation dans la région du nord et du sud-ouest Cameroun. Les Camerounais, les activités, les mobilisations se poursuivent. Vous avez vu la dernière mobilisation, c'était à Idéa dans la Sanaga maritime chez vous, où les populations des régions, les anglophones de la région de la ville d'Idéa se sont mobilisés pour marcher et dire non. Votre point de vue sur le sujet? Bien, Madame Ken, je pense qu'il n'y a pas de problème anglophone. Il n'y a pas de problème anglophone. Il y a un problème d'institution à toiletter. Parce que marcher pour la paix, nous sommes tous pour la paix. Le Cameroun, il ne faut pas qu'il y ait sécession. Nous sommes tous d'accord. De toutes les façons, il n'y aura pas sécession parce que nous ne pourrons pas laisser cela. Les frontières dans les États qui ont été dessinées dans les États dans le monde, aujourd'hui, vous voyez le cas en Espagne, la Catalogne qui veut partir, et la Catalogne ne partira pas. C'est très très compliqué à faire sécession dans les pays aujourd'hui. Cela étant dit, il y a un problème des institutions qui sont post-coloniales. Le problème au Cameroun, c'est un problème de hypercentralisation. Hypercentralisation, nous le savons tous, c'est d'ailleurs pour cela que des lois sur la décentralisation ont été votées. Mais ces lois n'ont pas été appliquées. Il faudrait que ce problème soit réglé au niveau institutionnel et qu'on choisisse pour le bien du développement économique du Cameroun entre la régionalisation et la fédération. Et quand je dis fédération, je ne parle pas de fédération à 2 États, je parle de fédération à multiples États. C'est un choix qu'on peut faire. L'autre choix, c'est la régionalisation. Mais une régionalisation, après avoir toiletté les régions, et qu'on ait plutôt les questions sociaux, et non plus les questions politiques, mais les questions sociales et sociologiques. Et qu'on redessine les régions sur cette base-là, pour le bienfait du Cameroun. Après l'avoir fait, on pourra opter maintenant entre régionalisation, hautement décentralisée, et fédération à plusieurs États. Le problème se pose pas. Alors, régionalisation hautement décentralisée, en d'autres termes, vous voulez dire? Je pense qu'aujourd'hui, toutes les démocraties fonctionnent de cette manière-là. Il faut que nous changions d'air. Toutes les démocraties fonctionnent de cette manière-là. Quand je parle de démocratie, de régionalisation hautement décentralisée, le pouvoir législatif dans les régions doit être le pouvoir suprême dans chaque région. Dans chaque région. Donc il faudrait qu'on l'accepte. Il faudrait qu'on l'accepte définitivement au Cameroun. C'est la seule chance que nous avons pour développer ce pays. Je dis bien régionalisation hautement décentralisée ou fédération à multiples États. Ça ne changera rien au Cameroun en matière d'appartenance au Cameroun. Ça sera le même Cameroun. Le même Cameroun, mais dans chaque région, on travaillera pour le Cameroun. On travaillera pour sa région, mais on travaillera pour le Cameroun. On créera des richesses, je vous dis, en 10 ans, le Cameroun deviendra un pays développé. Si on opte pour la fédération à plusieurs États fédérés, avec un savant découpage, c'est la même chose, c'est une question de péréquation. Il y a des gens qui vous diront, eh, mais on aura des États ou des régions qui sont plus riches et les autres qui sont plus pauvres.
Mais ça se règle. C'est une question de péréquation, puisque ça revient au niveau communautaire, au niveau de l'État fédéral. Donc c'est un choix qu'il faut faire. C'est un choix qu'il faut faire et on peut très vite le faire. Mais il n'y a pas un problème anglophone. Parce que si on règle ce qu'on appelle le problème anglophone aujourd'hui, on aura le problème similaire ailleurs. Donc pour moi, il n'y en a pas. Alors, monsieur Bibihé, Alphonse Joseph, on va bientôt se quitter. Mais avant de se quitter, je veux vous convier à revoir cet élément qui va nous permettre de nous rappeler d'un patriarche qui est décédé il y a quelques jours à Yaoundé. C'est le patriarche des Iwondo, Onambele Zibi, l'auteur très controversé de la lettre adressée au chef de l'État pour libérer les condamnés de l'opération Épervier. Souvenir dans son reportage. Ils ont une prison. Elle se trouve où? Elles-mêmes, ils connaissent quoi de la tradition? Imperturbable dans la posture et dans le verbe. Est-ce que c'est des gens qui peuvent parler de moi? Je suis au-dessus d'eux. Émile Onambele Zibi, son crâne nu, territoire confisqué des cheveux blancs et les rides qui s'affichent sous son menton font signe de vieillesse. J'ai 72 ans, la retraite ici c'est 55 ans. Ça veut dire que ça fait combien d'années que je suis parti? Ça fait longtemps. Septuagénaire, patriarche par héritage et avis d'Mvoko Tumbala, c'est lui l'homme qui fait bouillonner le département du Fundi depuis quelque temps. Ici, la tradition le connaît comme leader incontournable. Dans la grande famille Mvoko Tumbala, c'est ici où on gère la tradition. L'Omfundi est géré à partir de chez moi. Et quand la grande famille du Fundi s'est réunie, c'est moi qui parle. Ils le savent. Traditionnellement responsable, père de famille en plus restreint, derrière lui, deux femmes épouses et 8 enfants en descendance directe. Son combat est à milieu des intérêts personnels et bien défendant de la cause des autres. Mais on a besoin, moi je n'ai besoin de rien. Je suis un bourgeois, je suis propriétaire d'un domaine immense. Opulence déclarée, résidence et parking bien audacieux. Son expérience politique cherchait là à la vieille école. Je suis diplômé de l'école de cadre de lycée. J'ai été secrétaire départemental adjoint à la section UC d'Union et Sanaga. Et c'est ce que je vaux au RDPC. Et ce RDPC, son parti, il le sait comme le Dieu unique de ses croyances. Comme je ne suis pas dans les sectes, je suis catholique. On m'a baptisé chez les catholiques. Mais je crois en un seul Dieu parce qu'il est unique. Sacré Émile Onambele Zibi, OZE, la griffe nominale de l'heure qui dérange. Voilà, c'était donc Onambele Zibi dans ce reportage souvenir, oui, en pleine dans la controverse avec certains de ses fils, des élites de sa localité, de son département d'origine, le département du Fundi. Il faut dire que c'est une grande perte pour le Cameroun, une grande perte pour son équipe de TKC, une grande perte pour la région du centre, pour les Camerounais entiers. C'est un patriarche qui était pratiquement, qui n'avait pas sa langue dans la poche. Vous l'avez connu? Un peu. Un grand homme, paix à son âme. Maintenant qu'on a donc le nécessaire pour parler la langue Bakoko, votre fondation, est-ce qu'elle envisage de publier d'autres ouvrages en d'autres langues, ou alors c'est exclusivement la promotion du Bakoko? Ah non, c'est pas uniquement la promotion du Bakoko, c'est la promotion des langues nationales. Donc si demain les linguistes Bassa ou les linguistes Beti se rapprochent de la fondation, posent leurs problèmes, nous allons étudier la question et nous publierons les livres en leur langue aussi. Ça veut dire que vous êtes prête à publier d'autres ouvrages comme ceci en langue bamileke, en langue douala, en langue Beti, en toutes les autres langues? Il s'agit de sauver les langues nationales, toutes les langues nationales, disons les principales langues nationales. Comment la nouvelle a-t-elle été accueillie dans la communauté Bakoko? La nouvelle a été très bien accueillie. Très bien accueilli, et je compte aller sur EDA qui est le chef-lieu pour leur présenter ça dans les jours à venir. Une chose est de posséder tous ces ouvrages, une autre chose est d'apprendre à parler réellement le Bakoko, parce qu'on peut les avoir mais ne pas avoir quelqu'un qui vous aide à comprendre, à apprendre cette langue. Effectivement, vous avez pleinement raison.
Nous allons nous y atteler. Alors, monsieur Joseph Alphonse Bibéhé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de venir ce dimanche nous parler de vos ouvrages. Merci de m'avoir reçu, Madame Ken. On se donne donc rendez-vous la prochaine fois. Ce sera sûrement à EDEA lors de la dédicace, lors de la présentation de l'ouvrage aux populations de la Tanaga-Maritime. Peut-être qu'on se verra, oui, à EDEA certainement, mais peut-être dans quelques années on se verra pour le nouveau programme de la Fondation, la lutte contre les moutmout. Ah, très intéressant. Alors, merci beaucoup et j'aimerais vous dire au revoir en Bakoko, Masoma. Masoma Newa Yebele, c'est comme ça? Masoma Newa Yebele ça. Masoma Newa Yebele ça, merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre tous les dimanches de bout en bout. Je vous retrouve dimanche prochain à la même heure sur Canal International.